Bonjour à toutes et à tous, c'est un Smart Impact spécial Journée mondiale de l'alimentation que je vous propose aujourd'hui. Voici le sommaire. Comment Franprix et Phoenix développent depuis 5 ans des solutions anti-gaspi. C'est ce que l'on va découvrir juste après ces titres avec François Larcon qui est le directeur stratégie et innovation de l'enseigne du groupe Casino. Quelle est la croissance des marchés véganes et végétariens? Comment l'incubateur Smart Food Paris aide Itik, la place de marché spécialisée, à grandir? Ce seront les thèmes de notre débat tout à l'heure. Et puis, dans Smart Ideas, vous allez découvrir les magasins de producteurs champs libres qui veulent soutenir le travail des agriculteurs et des artisans. Smart Impact spécial alimentation, c'est tout de suite. Bonjour François Larcon, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur stratégie et innovation de Franprix, qui est une enseigne du groupe Casino. Quelques chiffres sur Franprix, 900 magasins, dont 340 dans Paris intramuros, 400 mètres carrés de surface de vente moyenne, un magasin tous les 500 mètres à Paris, ce qui est quand même impressionnant, j'aurais pas imaginé ça. Alors, vous avez un ancrage très parisien, vous êtes présent ailleurs en France, évidemment? Alors, je dirais pas parisien, je dirais francilien. Francilien, oui. On a 340 magasins dans Paris, mais on en a aussi beaucoup en région parisienne, première couronne, deuxième couronne. On a 90% de notre parc aujourd'hui, Paris, région parisienne. Mais on est aussi présent à Lyon et les environnements de Lyon, Marseille, les environnements de Marseille. En fait, on est une enseigne de grande métropole, donc par définition, c'est le centre des grandes métropoles et ses environnements, tout ce qui gravite autour. Est-ce que ça veut dire que dans la stratégie de croissance de Franprix, il y a d'autres grandes villes qui sont ciblées, qui sont en projet dans les prochains mois? On réfléchit toujours, mais je pense qu'on a la chance d'être présent sur un terrain de jeu qui est déjà énorme. Paris, effectivement, c'est 340 magasins, mais il faut regarder tout ce qui se passe autour de Paris. Dès que vous prenez un petit peu votre voiture, que vous allez dans le 93, dans le 95, etc., le nombre de grues qu'on voit partout, c'est un territoire qui est encore en profonde mutation, avec une démographie qui ne fait qu'augmenter, un pouvoir d'achat qui ne fait qu'augmenter. Donc on se dit que déjà en région parisienne, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est la même chose autour de la grande métropole lyonnaise, autour de la grande métropole marseillaise, etc. Donc on se concentre pour l'instant là-dessus, on verra après. Ok. Alors, vous êtes venu pour nous parler de ce partenariat qui existe depuis 5 ans avec Phoenix, qui est spécialiste de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Peut-être on peut poser les enjeux. C'est quoi ce partenariat? Le partenariat, il est déjà important parce que c'est un sujet qui nous tient évidemment à cœur. Penser que les distributeurs ne s'intéressent pas à ce sujet, c'est illusoire. C'est d'abord évidemment un non-sens économique, le gaspillage alimentaire. Au-delà de ça, on est tous bien conscients qu'écologiquement, c'est une catastrophe. Et socialement, encore plus en ce moment, c'est évidemment un sujet qu'il faut adresser. Donc pour nous, le sujet du gaspillage alimentaire a toujours été un sujet important, a toujours été un sujet qu'on a voulu adresser. Et le partenariat avec Phoenix nous a vraiment permis de rentrer dans une autre dimension pour adresser ce sujet, d'industrialiser quelque chose qui n'était pas si évident à l'époque. Oui. Quelques chiffres là encore sur les millions. Vous parlez de repas sauvés. 10 millions de repas sauvés en 5 ans, 200 associations de quartiers bénéficiaires. Pourquoi vous parlez de repas sauvés? J'ai bien compris, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme? Alors, c'est des calculs d'abord qu'on fait avec Phoenix. Derrière ce terme, c'est des gens qui vont pouvoir bénéficier d'un repas et qui n'auraient peut-être pas eu si on n'avait pas eu ce partenariat avec Phoenix. Donc on parle vraiment de repas sauvés parce que tout ce qui est collecté par Phoenix dans nos magasins, tous les dons qui sont opérés dans nos magasins via Phoenix servent à des associations qui viennent en aide aux plus démunis et donc c'est vraiment des repas qui auraient pu partir à la poubelle et qui finalement vont bénéficier à quelqu'un. Comment vous choisissez les associations de quartier? Est-ce que les directeurs de magasins, par exemple, peuvent être des vigies en disant « Tiens, moi j'ai une association pas loin qui est vraiment super » Alors, il y a différentes choses. Déjà, je pense que c'est une des forces du modèle, c'est qu'on parle bien d'associations de quartier. Pourquoi? Parce que Phoenix fonctionne par système de grappes de magasins. Donc, ils vont collecter, je ne sais pas, les magasins du 10e. Et au lieu d'aller dans un entrepôt en dehors de Paris, etc., ils vont directement déposer la marchandise aux associations du 10e. Ce qui est bien, parce que là on est dans une logique aussi environnementale. On ne fait pas faire 3 fois le tour de la région aux produits. Beaucoup plus vertueux. Beaucoup plus vertueux environnementalement parlant. C'est d'autant plus important pour nous que Franprix, nous, on est des magasins de quartier. Donc pour nous, c'est très important que ce qui est collecté dans le 10e arrondissement soit rendu dans le 10e arrondissement. Ça n'aurait aucun sens de l'envoyer dans le 93, etc. C'est beaucoup plus logique vis-à-vis de ce qu'on propose aussi commercialement.
Donc ça, c'est Phoenix qui fait une grande partie du travail avec des associations qui sont très implantées, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, etc. Nous, on a aussi capacité à proposer des associations. Le directeur du magasin, s'il connaît une association à côté, quelqu'un au siège, un client aussi peut venir proposer une association et demander. Et puis, on est aussi très souvent sollicité par les mairies, par exemple, ou les institutions qui nous disent, voilà, il y a cette association qui aurait besoin d'un peu plus, etc. Donc, nous, on connecte tout ça via Phoenix pour être sûr que tout le monde puisse en bénéficier. Vous disiez, vous avez employé le terme industriel. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fallu changer dans votre organisation, finalement, pour que ce soit efficace ? Je ne vais pas dire de bêtises, c'est 80 tonnes par mois qui sont collectées, je crois. C'est environ 1000 tonnes par an. C'est plus de 400 magasins aujourd'hui qui sont collectés par Phoenix. On ne fait pas ça à la petite semaine. C'est des collectes 3 fois par semaine dans certains magasins, etc. Donc ça nécessite une organisation, que ce soit pour Phoenix, pour les associations ou pour le personnel magasin, qui soit très très bien huilée. Et Phoenix a réussi ça. Phoenix est passé d'une petite start-up qui a eu une très très bonne idée, tant économiquement que sur l'impact qu'elle va avoir, à une entreprise qui a réussi à industrialiser un modèle logistique qui n'est pas simple, parce qu'on se parle d'opération, de logistique, d'aller collecter de la marchandise, d'aller la reverser, d'aller traiter des sujets administratifs, etc. Et Phoenix a réussi à faire ça à grande échelle, parce que 400 magasins, juste nous, c'est pas rien, ils le font avec d'autres, et ça, c'est très impressionnant. Vous testez un rayon anti-gaspi, c'est quoi l'idée ? Et ça ressemble à quoi, tiens ? Alors, des gens l'appellent pas rayon anti-gaspi, on l'appelle rayon bon à sauver. Ça, c'est mes mots à moi. Oui, mais vous avez raison. C'est important. Nous, on l'appelle bon à sauver. Pourquoi ? Parce qu'on trouve que c'est quand même beaucoup plus positif pour le client. Justement, anti-gaspi, ça renvoie tout de suite quelque chose. Je vends quelque chose qui n'est pas bon. Alors que non, en fait, le produit, il est encore bon. Donc, il est bon à sauver. Il n'est pas anti-gaspi. Alors, donc, c'est quoi ? C'est des produits qui viennent de dépasser la DLC ? Alors non, c'est des produits qui sont juste avant de dépasser la DLC, justement. Date limite de consommation, date limite de consommation, exactement. Donc à 2 jours avant, 1 jour avant, c'est des produits qu'on promotionne à moins 30%. Soit on les laisse dans le rayon, et c'est le premier produit que vous voyez dans le rayon, soit on rassemble tous ces produits au même endroit, dans un petit corner qu'on appelle bon à sauver, où le client va pouvoir faire des bonnes affaires sur des produits frais, sur des produits secs, sur des fruits et légumes, etc. Vous savez, l'anti-gaspi, il y a évidemment ce partenariat avec Phoenix qui est capital pour nous, qui marche très très bien, mais ça se traite vraiment tout au long de la chaîne en fait, parce que le cycle de vie du produit, c'est de l'industriel au client final, et donc il faut avoir des actions tout du long, et donc ça fait partie des actions qu'on peut avoir en amont. Je crois que vous êtes dans le groupe Casino depuis 9 ans, c'est ça ? 9-10 ans ? 7 ans. Bon, je fête mes 7 ans ce mois-ci. Bon, alors je ne sais pas pourquoi j'avais vu 9, mais c'est pas grave. Est-ce que c'était déjà présent quand vous êtes arrivé, cette idée, ou est-ce que finalement, c'est monté en puissance ? Parce que moi, j'ai en tête quand même les enquêtes qui avaient été faites il y a quelques années sur des supermarchés qui jetaient, ou même pire, qui mettaient de la javel sur des produits pour qu'ils ne soient pas redistribués, quoi. On est quand même dans un changement de mentalité radical. Je pense qu'il y a faut faire attention, parce que moi, je dis toujours... Ça n'a jamais fait plaisir à personne de jeter de la marchandise. Oui, je suis sûr que celui qui mettait la javel, il ne devait pas être heureux de le faire. Exactement, j'ai tout le temps beaucoup de défense pour les gens qui l'ont fait, parce que ça fait plaisir à personne, donc c'est un sujet qui est historique dans la grande distribution. Nous, c'est un sujet qu'on a commencé à adresser avant la loi Garot de 2016, parce que le partenariat avec Phoenix c'est de 2015, donc c'est un sujet qui a toujours intéressé tout le monde, c'est juste qu'on n'avait jamais eu, je pense, les bonnes solutions, les bonnes idées, le bon accompagnement. Ce qui a vraiment changé, effectivement, c'est la loi Garot de 2016, qui a mis un coup d'accélérateur sur le sujet. La loi Garot, elle a évidemment un côté coercitif, ce qui est normal dans une loi, ce qui est bien. Il le fallait, finalement. Il le fallait, parce que sinon on n'avance pas, mais elle a aussi des mesures d'accompagnement, elle pousse aussi beaucoup de choses, elle a permis d'accompagner beaucoup de nouvelles solutions, Phoenix mais aussi d'autres, et donc elle a mis en lumière ce sujet-là, et ça a vraiment donné un coup de boost. Je pense aussi, au-delà du sujet qui a été légiféré, il y a aussi la pression du client, mais qui est une bonne pression, une saine pression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit sur le gaspillage alimentaire, mais aussi sur d'autres sujets, le client est de plus en plus exigeant et nous oblige aussi, nous met face à nos responsabilités et nous oblige à traiter ces sujets. Mais nous, ça nous va bien, parce que nous, traiter des sujets tout seul, c'est très compliqué. Vous voyez, on a le cas aujourd'hui sur les déchets ou autres, qui sont des sujets moins grand public, c'est très compliqué d'y aller tout seul. Quand on commence à avoir un alignement des planètes entre une entreprise qui veut s'engager, des pouvoirs publics qui prennent des décisions et des clients qui mettent un peu la pression, forcément, ça donne un allant qui est dingue. Je voudrais qu'on termine, il nous reste un peu moins de 2 minutes, sur la première collecte alimentaire digitale. C'était quoi l'idée derrière ça ? Alors Phoenix nous accompagne aussi sur les collectes alimentaires, parce que Phoenix, ils ont cette intelligence de travailler plusieurs verticales. Donc là, c'est du don ? On est d'accord. C'est du don de produit, exactement. Phoenix nous accompagne dans l'organisation de nos collectes alimentaires physiques, et Félix, on travaille avec eux pour organiser des collectes alimentaires
online, internet, e-commerce, sur le site franprix.fr. Vous faites vos courses et puis à la fin de vos courses, on vous dit c'est le grand week-end de collecte alimentaire. Vous pouvez rajouter un paquet de pâtes, une sauce chaude, un déodorant et ce produit-là sera redonné à une association. Donc c'est l'idée aussi de profiter du online pour faire de la collecte alimentaire, comme on pourrait le faire avec l'arrondi en caisse sur le e-commerce, etc. Là aussi, j'ai vu les chiffres 2020, près de 1000 tonnes de produits collectés, 2 millions de repas pour les bénéficiaires des associations, 80 tonnes de dons d'invendus par mois, plus de 150 associations, 120 000 paniers repas vendus en 2020 sur l'appli. Voilà, on est dans du concret, c'est ce que vous disiez au début, on est avec des gens, avec des familles. Ouais. On est avec des gens, on est avec des familles, on est avec des bénéficiaires. Nous, c'est vraiment un partenariat dont on est très fiers. Au-delà du fait qu'il prouve que RSE, responsabilité et économie sont compatibles, qu'il y a des choses qu'on peut industrialiser, etc. Au-delà de ça, qui est déjà une fierté, il y a surtout, c'est 10 millions de repas sauvés. Je voudrais qu'on termine un dernier mot, parce que ça a été le contexte Covid, la grande difficulté des étudiants notamment. Il y a ce programme Phoenix for Students qui a été lancé au printemps dernier. Là aussi, vous êtes partenaire ? Oui, on est partenaire avec Phoenix. C'est quoi l'idée ? On a co-organisé ça avec Phoenix. Phoenix, ils ont cette capacité à fédérer une communauté de gens, et notamment les étudiants. Nous, des gens qu'on avait plus de mal à aller chercher. Donc Phoenix nous a aidés, on l'a fait ensemble, on l'a co-construit, un challenge où on accompagne des initiatives étudiantes contre la précarité alimentaire, contre le gaspillage alimentaire, etc. Donc on a fait un grand appel à projets avec des dizaines et des dizaines d'étudiants qui ont monté des projets, qui nous les ont proposés. Et nous, on a sélectionné un certain nombre de projets qu'on accompagne économiquement, financièrement, avec de l'argent, et qu'on accompagne aussi avec du don de produits. Eh ben, vous viendrez nous en reparler avec certains de ces étudiants, ça m'intéresse. Merci beaucoup François Larcon, à bientôt sur Bismart. On continue ce Smart Impact spécial alimentation, les marchés véganes et végétariens tout de suite. La croissance du marché vegan, du marché végétarien, on en parle avec mes invités. Domiti Désaubry, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable de Smart Food Paris, et Benjamin Hélion, bonjour, le cofondateur d'Itik. Peut-être une petite présentation. Smart Food Paris, c'est quoi, un incubateur ? C'est un incubateur, c'est un peu plus, mais c'est un incubateur. On accompagne des startups de l'alimentaire et qui ont vocation à transformer durablement le secteur. Et on accompagne aussi tous les autres acteurs du secteur, et puis on aide les startups à trouver leur place dans le secteur et à défendre leur innovation et leur engagement. Donc c'est faire matcher des startups avec peut-être des groupes plus importants aussi ? Exactement, ou pas qu'avec des groupes d'ailleurs. Il y a énormément d'acteurs qui innovent et qui agissent. Il y a des PME, il y a des ETI, il y a des associations. Et en fait, c'est ensemble, tous ces acteurs, qu'on arrive à trouver des solutions durables. Phoenix, dont on parlait là il y a peu de temps, ils sont venus grandir chez vous ? Exactement. Oui, c'est ça. C'est la première promo de Smart Food. Ouais, c'est ce que je me disais. Vous venez de rejoindre Smart Food Paris avec Itik. On va évidemment détailler pourquoi. Peut-être faut présenter Itik pour commencer. Oui, bien sûr. Itik, c'est la première plateforme de livraison de repas, mais qui est éco-responsable. On livre que des repas qui sont véganes, végétariens. On livre prioritairement à vélo. On pousse l'emballage réutilisable, l'emballage consigné. Du coup, voilà, maintenant Itik a 1 an. Et l'idée vraiment d'Itik, c'est de pouvoir avoir un impact fort sur l'environnement et aussi sur le social, de pouvoir en fait sensibiliser les populations à une alimentation plus durable et responsable. D'où le fait qu'on ait rejoint aussi l'incubateur Smart Food. Vous êtes présent dans plusieurs villes, autour de Paris, ailleurs Oui, on est à Paris Petite Couronne, après Lille, Strasbourg, Bordeaux. Rennes, et on espère très bientôt Nice, et pourquoi pas aller à l'international avant l'été. Oui, parce que c'est un marché en forte croissance. Ce chiffre sur ce Xerfi, 140 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires mondial estimé. Alors là, je parle simplement des substituts végétaux à la viande. D'ici 10 prochaines années, ça représentera 10% du marché total de la viande. Ce marché, avant qu'on parle de votre partenariat, ce marché au niveau français, est-ce qu'on est dans les mêmes niveaux de croissance aujourd'hui ? On est en tout cas le marché du végétarien. En tout cas, cette croissance-là est en hyper forte croissance et surtout va l'être dans le temps. Il faut savoir que les chiffres sont assez clairs là-dessus. Les Français, il y en a 7% à peu près qui se disent végétariens ou véganes. Il faut savoir que c'est plutôt 15% chez les 15-25 ans et qu'on est à moins de 1% chez les plus de 40 ans. Du coup, c'est une croissance qui va naturellement grandir, et je pense que
la société est en train de prendre conscience des problématiques écologiques et du coup, naturellement, de se porter de plus en plus vers une alimentation végétale. Ouais. Est-ce que ce sont des thématiques que vous voyez grandir aussi au sein de Smart Food Paris? Complètement. Alors, ça fait longtemps qu'on les voit, ces thématiques. On va dire qu'il y a 5-6 ans, c'était plutôt des signaux faibles. On avait une start-up qui s'appelait Algama, qui justement essayait de transformer des produits de grande consommation en enlevant la protéine animale et en mettant une protéine végétale à base d'algues, de micro-algues. Ouais. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de projets. Et la promo de cette année est très intéressante parce qu'on va avoir Etic qui va être vraiment une plateforme de livraison. On a des startups qui, elles, vont porter des nouveaux produits avec des protéines végétales. Oui, parce que ça passe quand même beaucoup par l'innovation. Forcément, il faut les inventer, ces produits. Complètement. Il faut inventer les produits, il faut inventer la manière dont on donne l'information au consommateur, il faut inventer la manière dont on arrive à transmettre le produit au consommateur, et on va dire en circuit un peu plus court, parce que c'est là où les startups arrivent à avoir le plus d'impact, et c'est ce qu'elles arrivent à très bien faire. Et donc là, on arrive dans un moment où, dans la promo de Smart Food, il y a en fait tous les acteurs qui peuvent à la fois produire l'aliment en tant que tel, le distribuer et ensuite l'amener au consommateur. Donc on va dire que la boucle peut être bouclée en circuit court et ensuite proposer ça au marché. Qu'est-ce que vous en attendez? Que vient chercher Etic chez Smart Food? Alors évidemment, on va chercher des contacts, on va chercher un accompagnement, mais on va aussi chercher une émulation avec d'autres sociétés. Le fait, en effet, qu'il y ait des gens qui produisent des alternatives végétales qui, nous, vont être utilisées par les restaurants qu'on va distribuer, c'est aussi hyper intéressant. On va pouvoir se donner des conseils, on va pouvoir... Aussi pour les équipes, je pense que c'est hyper important d'avoir vu que nous, on a des équipes qui nécessairement, vu la nature de notre société, sont très engagées et que c'est exactement le même cas pour les autres sociétés qui sont chez Smart Food. C'est intéressant d'avoir cette émulation, que ce soit pour nous, chefs d'entreprise, ou pour les gens avec qui on travaille, de pouvoir aussi avoir du débat intellectuel sur ces sujets et pouvoir pousser la réflexion plus loin, pouvoir avoir de nouvelles idées, c'est hyper enrichissant. Vous faites du business et de l'engagement. C'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Qu'est-ce qui est prioritaire? L'engagement. Vraiment? Oui. Vous êtes prêt à perdre un marché, à faire un peu moins de croissance pour respecter les principes créateurs de l'entreprise, quoi? Bien sûr. Nous, on est une société à mission. Notre but, c'est d'avoir un impact fort sur l'environnement. Alors, évidemment, c'est ça qui est intéressant en fait avec le monde de l'entreprise, c'est que le fait que ça marche et le fait d'avoir un business plan viable fait en sorte qu'on va pouvoir avoir de l'impact et fait en sorte que ça va être sérieux. Si c'était pas, si vous déposez le bilan dans 3 mois, vous n'aurez plus d'impact. Exactement. Donc nous, notre but, et c'est d'ailleurs hyper agréable au jour le jour, d'avoir en fait un alignement parfait entre, entre ce qui est bien pour l'entreprise et ce qui est bien pour l'intérêt général. Ça permet vraiment tous les jours de se donner au boulot à 100%. Ouais. Vous avez levé, je crois, 700 000 euros il y a quelques semaines. Oui, on a levé 700 000 euros avant l'été. C'est ça, juste avant l'été. Juste avant l'été, ce qui nous a permis, alors d'abord d'avoir une équipe, en fait, faire du RH. Là, ça nous a permis aussi de développer la tech. On va avoir la V2 de l'application qui va sortir d'ici un mois. Donc on va pouvoir être au standard du marché. Et ça va nous permettre, c'est le troisième volet, de faire la communication qu'il faut pour pouvoir justement faire venir plus de gens à ce type d'alimentation. Du coup, vraiment 3 volets, mais qui vont arriver en 3 temps. RH d'abord, tech ensuite, et puis communication. Smart Food Paris, comment vous accompagnez une entreprise comme Etic? Vous dites qu'il y a des promotions, on l'a bien compris. Oui. Donc ça dure quoi, 1 an? Ça dure entre 1 et 3 ans. D'accord. Le principe, c'est qu'on travaille sur du temps long, parce qu'on sait que les innovations, ça met du temps à s'installer. Et on les aide de plein de manières différentes. Déjà, on a un lieu physique où ils peuvent rencontrer physiquement d'autres startups ou organiser des événements où ils peuvent aussi expérimenter. Le lieu est équipé, il y a une cuisine professionnelle, il y a une salle un peu plus de conférence qui peut être utilisée aussi en boutique éphémère, ou tout ce qu'on peut imaginer de différent. Et l'idée, c'est qu'ils puissent aussi se confronter directement aux consommateurs et avoir cette ressource-là pour pouvoir le faire. Et ensuite, de manière aussi plus large, c'est les aider au sens à pouvoir échanger avec des acteurs qui ne sont pas forcément complètement accessibles et pas sensibilisés directement à leur cause, et leur donner de la visibilité, en fait. Alors c'est ce que j'allais vous dire, parce que chez Smart Food, il n'y a pas que des gens qui font du végétarien ou du vegan. Voilà, il y a des gens qui aiment manger de la viande et qui le portent haut et fort et qui innovent quand même. Donc
Comment vous vivez, vous, cette cohabitation ? Vous pensez que dans le marché, il y a de la place pour tout le monde, ou vous dites qu'il faut vraiment porter les arguments des véganes ? Est-ce que vous êtes un peu activiste, vous voyez ce que je veux dire ? On est un peu activiste. Après, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir d'autres sons de cloche. Et en fait, je pense qu'on est à un moment de notre civilisation où on doit tous faire le maximum pour l'environnement. Moi, mon sentiment, c'est que diminuer sa consommation de viande ou la stopper, c'est le minimum. Ensuite, dans ce maximum qu'on doit tous faire, il y a plein de façons. Il y a le circuit court, il y a l'emballage consigné. On a une super société d'emballage consigné avec nous. Chez Smart Food, là, on a Vital avec nous. Ouais. Du coup, c'est hyper intéressant aussi d'avoir je voulais rajouter ça tout à l'heure, du retour d'expérience, parce que les sociétés qui font de la viande végétale chez Smart Food, on va pouvoir les goûter et leur dire ce qu'on en pense. Eux, ils vont d'ailleurs pouvoir utiliser Eathic et nous faire du retour d'expérience. Et c'est aussi intéressant d'avoir du retour d'expérience de gens qui ne sont pas végétariens ou véganes, parce que nous, si on veut avoir de l'impact, il faut faire venir d'autres populations, il faut faire venir les flexitariens sur Eathic. Du coup, avoir du retour d'expérience de gens qui sont flexitariens et qui sont intéressés aux problématiques écologiques, c'est hyper important pour nous. L'innovation, au-delà du vegan, l'innovation dans la gastronomie en général, est-ce que c'est historique ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est finalement un secteur où on a toujours inventé, cherché des nouvelles matières, cherché à travailler différemment les produits, ou est-ce qu'il y a vraiment un courant plus fort aujourd'hui ? Alors, un peu des deux. A toujours innové. Hein. On prend un chef en cuisine, il faut qu'il invente des recettes un peu tout le temps. En plus, s'il travaille bien, il travaille les produits de saison. Il faut toujours qu'il se renouvelle. Donc, c'est vraiment dans les fondamentaux, on va dire, du secteur. Ensuite, l'enjeu premier et qu'il y a aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'innovation peut servir à la transformation et à la transformation durable. Et ça, c'est un enjeu qui est très fort et c'est ce qu'on partage en valeur aussi avec Eathic. C'est en fait, l'innovation, c'est bien, mais il faut que ça aille dans le bon sens. C'est-à-dire, là, les plus grandes innovations, on va dire commerciales qui ont fonctionné, c'est pas forcément des innovations durables. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez en tête ? Il y a des nouveaux biscuits, par exemple, qui sont faits par des géants. C'est dans les top ventes de ce qui peut exister en grande distribution. C'est une innovation, mais on n'est pas certain que ça aille vraiment dans le bon sens. Et est-ce que le marché vegan, pour le coup, parce qu'on l'a dit en début d'interview, c'est un marché, il faut forcément inventer des nouveaux produits. Est-ce que c'est un aiguillon pour tout le secteur ? C'est un aiguillon, en fait, c'est un peu les deux. C'est qu'en fait, ils vont pouvoir s'inspirer de ce qui a fonctionné en Optechnic sur d'autres produits véganes, de toute la connaissance aussi et de toute la partie tech. Comme toutes les avancées qui ont pu exister sur la tech et sur les plateformes de livraison, aujourd'hui, Eathic peut s'appuyer dessus. Et ensuite, ils vont aussi eux-mêmes réussir à retrouver leurs propres solutions. Aujourd'hui, c'est amusant parce qu'il y a au sein de l'incubateur des startups qui vont travailler les protéines pour le sarrasin, par exemple, d'autres les protéines sur le chanvre, d'autres sur le soja. Et en fait, elles cherchent toutes la même chose, mais elles vont toutes le faire de manière assez différente et sur des produits un peu différents. Donc finalement, elles peuvent aussi s'échanger, donner des bonnes pratiques. Et il y a un modèle qui existe en innovation alimentaire, qui est un modèle, ce qu'on appelle DNVB. Donc c'est des startups qui existent d'abord en digital et qui arrivent à toucher directement le consommateur. Ce que n'arrivent pas à faire la plupart des grands groupes, c'est vraiment ce côté communauté. Et ça, c'est des retours d'expérience qu'elles peuvent se faire entre elles. Et c'est une innovation pure en termes de mode de distribution. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce Smart Impact spécial Journée mondiale de l'alimentation. On continue d'ailleurs avec Smart Ideas des magasins de producteurs. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec aujourd'hui Bastien Gauthier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Champ Libre. C'est quoi Champ Libre ? C'est ça, donc Champ Libre, c'est un magasin de producteurs. Donc nous, on a 2 magasins dans le 12e. À Paris. C'est tout à fait à Paris. Donc le principe, c'est d'acheter des produits fermiers et artisanaux en circuit court. C'est-à-dire que soit on va les chercher nous-mêmes dans les fermes locales, donc autour de Paris, ou soit ce sont les producteurs qui vont nous livrer directement au magasin. D'accord. Quand on dit circuit court, c'est quoi la définition ? C'est la limite kilométrique en quelque sorte pour vous ? Voilà, c'est ça. Alors je pense qu'il y a plusieurs définitions possibles. La nôtre, c'est d'aller le moins loin possible. Donc c'est-à-dire que tout ce qui va être tomates, concombres, courgettes, en source à 35 km
de Paris. Ouais. Mais après, on va aller un petit peu plus loin pour des raisins, pour les fruits d'été, ou en allant dans le sud de la France. D'accord. Vous l'avez créé il y a combien de temps? Et puis avec peut-être quel constat de départ? Qu'est-ce qui vous a motivé pour dire qu'il faut qu'on change un peu le modèle, quoi? Ouais, tout à fait. Alors, ça a été créé il y a 1 an et demi. Le constat, il était au début, c'était plutôt une corvée de faire ses courses à Paris notamment. Oui. Donc, on avait vraiment volonté de rendre ce moment agréable. Donc déjà par des bons produits et à des prix justes. Et également en créant une ambiance, en créant un moment sympa. Donc en finalement remettant à jour des épiceries un petit peu à l'ancienne, où il y avait vraiment un contact avec le client. Ah oui, donc ça veut dire que vous avez conçu le modèle aussi avec l'idée de devenir quoi, un acteur un peu du quartier. Voilà, effectivement, c'est pour ça notamment que nos 2 boutiques sont dans le 12e, c'est vraiment de s'ancrer dans le quartier. Donc on collabore beaucoup avec les commerces à côté, on a vraiment... on essaie d'avoir un impact le plus important possible dans le quartier. Il y avait aussi un autre constat, c'est que les producteurs n'étaient pas forcément payés au prix juste en passant par des intermédiaires. Grâce à nous, je pense, on ne négocie pas les prix avec eux et du coup, ils s'y retrouvent. Alors justement, soyons très concrets, c'est combien d'intermédiaires en moins, quoi, à partir du moment où vous faites un magasin de producteurs? Voilà, alors nous, finalement, il n'y a aucun intermédiaire, c'est-à-dire qu'on achète directement chez eux. Avant, il y en avait obligatoirement un avec un distributeur, parfois plusieurs. Donc c'était un ajout. Est-ce que vous avez évalué le pourcentage de rémunération en plus pour les producteurs? Est-ce qu'ils vous disent, voilà, ça nous permet de gagner, je sais pas, 10, 15, 20% de Oui, je pense que c'est dans ces eaux-là. Ouais. Je n'ai pas le montant précis pour être honnête. Nous, ce qui nous importe, c'est que ce soit le prix juste, que eux considèrent juste, et qui ne retrouvent pas forcément dans d'autres process de vente. Ouais. Est-ce que les produits que vous proposez sont forcément bio? Alors, c'est pas forcément bio, c'est soit très raisonné, soit bio. Quand on dit très raisonné, c'est-à-dire que le producteur part du principe qu'il ne va pas traiter ses fruits et légumes. C'est le cas dans la plupart, le cas la plupart du temps. Et autrement, ça va être fait de manière très mesurée et garantit 0 résidu de pesticides à la fin de la saison. Ouais. Alors, quand on est dans un engagement comme celui-là, il y a 2 autres questions qui se posent. Il y a la question de la chaîne logistique. Bon, si vous êtes dans un circuit court, ça règle une partie de la question, mais je ne sais pas, c'est quoi? C'est des camions, c'est la livraison du dernier kilomètre. Vous voyez, toutes ces questions-là, comment vous les avez intégrées? Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est les emballages. Il faudrait qu'on parle aussi des emballages. Un mot sur la chaîne logistique, pour commencer. Oui, tout à fait. Alors, nous, en fait, donc moi, mes parents sont agriculteurs, donc on a une ferme en Seine-et-Marne qui est juste à côté de beaucoup de nos producteurs. Okay. Donc, ça va être le point de départ, si vous voulez. Donc les producteurs qui sont à moins de 2-3 km vont livrer dans ma ferme. Vous centralisez dans la ferme. Exactement. Parce que finalement, on va avoir un impact écologique bien meilleur que si on faisait des énormes tournées tout autour de Paris avec un petit camion qui peut avoir des émissions de CO2 assez importantes. Donc nous, vraiment, tous les producteurs se retrouvent dans notre ferme et nous, on fait simplement les allers-retours donc, de notre ferme dans le 77 au 12e, ce qui représente que 35 km. D'accord. Plusieurs fois par semaine. Donc ça, c'est sur la chaîne logistique et sur les emballages. Sur les emballages, alors on essaye vraiment de limiter au maximum. Donc bien sûr, tous nos fruits et légumes, il y a 0 emballage. On essaye de commencer à faire du vrac avec un système de bocaux, avec un système de consigne. On essaye de favoriser au maximum l'économie circulaire, c'est-à-dire que les producteurs vont nous donner nous vendent les fruits et légumes dans des cagettes. Donc nous, on les vend et ensuite on ramène justement par cette logistique les cagettes à la ferme, ils les récupèrent. Okay. Donc ça en termes d'emballage de fruits et légumes, il y a zéro souci. Et ensuite, on essaye de les limiter au maximum avec un système de consigne, par exemple pour avoir des yaourts en verre, où on fait payer une consigne au client, le client rend le pot, on le rend au producteur, et ce qui crée un mouvement circulaire là-dessus. Merci beaucoup, merci Bastien Gauthier d'être venu présenter Champs Libres dans ce Smart Impact spécial Journée mondiale de l'alimentation. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la production, à la programmation, Carla Perruchon à ses côtés aujourd'hui, Hector Humblot à la réalisation qui marche sur les traces évidemment de Martin Scorsese et puis au son Saïd Mamou. Salut à toutes et à tous.